Et à un moment donné, tout à coup, les gens se sont arrêtés. La police avait indiqué qu'il venait d'y avoir ils ont appelé ça un vol ou quelque chose comme ça, et qu'ils fermaient le musée. On ne s'attend pas à un tel braquage en plein jour. Une équipe de voleurs frappe le Louvre juste sous le nez de tout le monde, 100 millions de dollars de joyaux de la couronne envolés en quelques minutes. Et maintenant, une nouvelle vidéo montrerait prétendument les voleurs en train de descendre le long de la façade du musée. La directrice du Louvre reconnaît, je cite, une grave défaillance et propose même sa démission. Je vais bientôt parler avec un agent du FBI présent sur place qui a tout vu à l'intérieur du musée. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. On s'attend à ce genre de braquage dans un film comme Ocean's 11, pas dans la réalité, encore moins au Louvre. Un groupe de voleurs a réalisé l'un des cambriolages de musées les plus audacieux du siècle en plein jour, volant pour 100 millions de dollars de joyaux de la couronne française, à quelques pas seulement de la Joconde. Et maintenant, nous voyons de nouvelles images étonnantes qui semblent montrer leur fuite lente. Ils se sont littéralement descendus le long du Louvre sur un monte-charge de chantier juste devant des touristes sans méfiance. Ils ne couraient pas et ils ne se cachaient pas. Mais ce n'est pas le seul rebondissement. Le directeur du Louvre admet une grande faille de sécurité. Trop peu de caméras surveillaient l'extérieur du musée. Elle a même proposé de démissionner en raison de ce qu'elle a appelé un terrible échec. Essentiellement, nous n'avons pas détecté l'arrivée des voleurs assez tôt. Il y a quelques caméras périmétriques, mais elles sont vieillissantes. Nous revenons à Paris car l'affaire qui a stupéfié le monde de l'art prend de l'ampleur. Et pour la première fois, nous entendons le témoignage de quelqu'un qui a réellement assisté à la scène à l'intérieur du musée ce matin-là. Avant d'inviter notre invité, je voudrais expliquer comment tout cela s'est passé. C'était un dimanche ordinaire à Paris, le 19 octobre. Le musée était bondé. Des gens faisaient de la queue sous la pyramide de verre, appareil photo ou café à la main, prêts à voir la Joconde. Mais à l'insu des spectateurs, une équipe de 4 voleurs se préparait discrètement pour le grand cambriolage. D'après les autorités françaises, vers 9h30, ils se sont arrêtés devant la galerie d'Apollon, où sont exposés les joyaux de la couronne, dans ce qui ressemblait à un camion de déménagement. Ils portaient des gilets réfléchissants, ils avaient des cônes, même une nacelle de chantier attachée à l'arrière. Ça ressemblait à une simple équipe de maintenance, mais ce n'était pas le cas. Ils ont amené la nacelle à une fenêtre du 2e étage. Ils ont utilisé une disqueuse pour découper la vitre et en quelques minutes, ils étaient à l'intérieur. Les alarmes se sont déclenchées, mais pas assez tôt. Le directeur du Louvre, Laurence Descartes, a admis plus tard que le musée ne disposait pas d'une couverture vidéo complète autour de son extérieur, ce qui a permis aux voleurs de s'introduire discrètement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela a donné aux voleurs juste assez de temps pour mener ce que les procureurs ont qualifié d'unité commando très organisée. Ils ont brisé les vitrines, arraché 8 joyaux royaux et à 9h38 du matin, ils étaient partis, descendus par l'ascenseur, montés sur des motos et disparus, avant même que la police n'arrive. Parmi ce qu'ils ont emporté, des pièces inestimables. Le collier et les boucles d'oreilles en émeraude de l'impératrice Marie-Louise, une broche nœud en diamant et le diadème de perles de l'impératrice Eugénie. Des trésors jadis offerts par Napoléon à sa femme, aujourd'hui disparus en plein jour. Je m'excuse si je massacre le français dans cette histoire. Maintenant, la seule chose qui reste. Une couronne abîmée, la couronne impériale d'Eugénie, abandonnée près des lieux lors de leur fuite. Et juste au moment où cela semblait déjà incroyable. De nouvelles images ont maintenant fait surface, montrant prétendument les voleurs en train de se descendre lentement du Louvre sur cet ascenseur en pleine vue des touristes. Mais ce n'est pas la seule vidéo qui fait sensation. Une autre vidéo, obtenue par la chaîne française Business Fréquence Modulée Télévision, semble montrer quelqu'un à l'intérieur de la galerie Apollon du Louvre, debout dans un gilet jaune vif, juste à côté d'une vitrine en verre. Possiblement au moment où le vol avait lieu. Elle est courte et tremblante, mais cela pourrait être le premier véritable aperçu du braquage de l'intérieur. Pendant ce temps, les enquêteurs pourraient enfin avoir leur première grande avancée. La police dit avoir trouvé de l'acide désoxyribonucléique dans un casque et des gants laissés sur place. Ils l'analysent pour trouver une correspondance.
Dans quelques minutes, quelqu'un qui sait traquer les voleurs d'art nous rejoindra. Un ancien agent du FBI qui a réellement été témoin du chaos de ses propres yeux. Mais avant d'en arriver là, parlons précisément de ce que les voleurs ont dérobé. Il y a certes une valeur monétaire, mais quand on parle de ces objets, ils sont inestimables. Ce n'étaient pas seulement des bijoux, c'étaient des pièces d'histoire. Selon les procureurs de Paris, la valeur totale des bijoux est estimée à 88 millions d'euros. Cela fait environ 102 millions de dollars américains. Ce qu'ils ont pris en 7 minutes ressemble à un inventaire royal. D'abord, la parure de diamants et de saphirs portée par la reine Marie-Amélie et la reine Hortense, un ensemble complet comprenant un diadème et un collier. Le diadème à lui seul comporte 24 saphirs de salon entourés de plus de 1000 diamants. Sa complexité permet à certaines parties d'être portées comme broches. Vient ensuite le collier et les boucles d'oreilles en émeraude que Napoléon offrit à Marie-Louise d'Autriche, 32 émeraudes taillées à la main, entourées de plus de 1100 diamants. Ils avaient initialement saisi 9 objets, mais l'un d'eux a été retrouvé, ce qui signifie que 8 objets qu'ils ont pris sont toujours portés disparus. Les experts craignent qu'ils ne soient peut-être jamais retrouvés. Si les voleurs fondent ces pièces ou extraitent les pierres pour les vendre séparément, elles perdent toute leur valeur. Maintenant, après le chaos du vol de dimanche, le verre brisé, les vitrines vides et les gros titres mondiaux, le Louvre a rouvert ses portes. À partir du mercredi 22 octobre, les visiteurs font à nouveau la queue sous la célèbre pyramide de verre. La même qui avait été bouclée il y a quelques jours à peine sous les rubans de la police. La galerie d'Apollon, où les bijoux ont été volés, reste fermée, mais le musée lui-même est de nouveau ouvert de 9 h à 21 h. Mais à l'intérieur des chambres du Sénat français, autre chose se passait. Le même jour, la directrice Laurence Descartes s'est exprimée devant le Sénat sur le braquage. Elle a clairement affirmé que le braquage des joyaux de la couronne en plein jour était un terrible échec et en a assumé toute la responsabilité. Elle a proposé de démissionner, mais la ministre de la Culture a refusé. Descartes a confirmé qu'à l'intérieur du musée, les alarmes et les caméras fonctionnaient parfaitement, mais qu'à l'extérieur, c'est là que se trouvaient les points faibles, et c'est là que les voleurs ont frappé. Elle a révélé que certaines caméras périmétriques sont vieillissantes et ne couvrent pas toutes les façades. Fait crucial, le balcon de la galerie Apollon, où le vol a eu lieu, n'était pas du tout sous surveillance. Selon ses propres mots, essentiellement, nous n'avons pas détecté l'arrivée des voleurs assez tôt. Il y a quelques caméras périmétriques, mais elles sont vieillissantes. Mais la surveillance est très insuffisante. Elle ne couvre pas toutes les façades du Louvre. Malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra installée est orientée vers l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon impliqué dans l'effraction. Descartes suggère également que l'ajout de barrières aiderait à empêcher les véhicules d'accéder au périmètre du musée et a même proposé d'installer un poste de police à l'intérieur du Louvre. Et en parlant de changement, plus tôt cette année, le président français Emmanuel Macron a annoncé ce qui semble être un plan de rénovation très attendu pour le musée. Il a présenté le projet Nouvelle Renaissance du Louvre, un plan décennal pour agrandir et moderniser le musée. Les points clés incluent une nouvelle entrée, une salle dédiée et climatisée pour la Joconde, des espaces souterrains modernisés, ainsi qu'une meilleure circulation des visiteurs dans tout le musée. Le directeur Descartes s'est exprimé ouvertement sur la nécessité de moderniser, soulignant les menaces pesant sur l'infrastructure du musée, notamment les fuites d'eau, les fluctuations de température et les problèmes de bruit. Nous sommes maintenant rejoints pour en parler davantage par quelqu'un qui se trouvait au Louvre le jour où ce vol a eu lieu. Harry Trombitis est un agent du FBI à la retraite. Harry, je sais que tu étais avec ta femme au Louvre. Raconte-nous ce que tu as vu ce matin-là. Eh bien, nous étions là pour, je suppose, là, une visite assez privée, une visite en petit groupe, et bien sûr, nous sommes arrivés tôt. Donc nous étions debout là. À l'intérieur du domaine du Louvre, il y a un certain nombre de statues et d'autres choses dans la zone du domaine. Il y a une sorte d'allée circulaire. Nous étions debout, attendant que notre petit groupe arrive. Et vous savez, il y avait déjà beaucoup de monde là-bas. Déambulant dans la zone, j'ai vu 3 ou 4 militaires avec des mitraillettes qui se tenaient sur le côté.
Étant dans les forces de l'ordre, je me suis dit, je vais simplement aller leur dire bonjour. Alors, mon meilleur bonjour. J'ai communiqué brièvement avec eux et ils ne semblaient pas, vous savez, être au courant de quoi que ce soit. Et voilà. Donc, je ne pense pas que quoi que ce soit s'était produit à ce moment-là, du moins dont ils avaient été informés. Alors, nous avons attendu un peu plus longtemps, puis notre guide touristique est arrivé et nous nous sommes rassemblés en groupe. Vous savez, elle nous a enregistrés, puis elle nous a emmenés à l'intérieur. Le Louvre, et nous sommes entrés par une entrée qui, je suppose, serait réservée aux personnes qui ont déjà des réservations, des petits groupes, ce genre de choses. Nous sommes entrés dans le Louvre. Et je crois que nous étions en route vers notre premier... Pour voir... je pensais que c'était toi, quelque chose comme la Joconde. Je n'en suis pas totalement sûr, mais on descendait ce couloir et on a bien marché. Et bien sûr, il y avait beaucoup de monde devant nous à ce moment-là. Et à un moment donné, tout à coup, les gens se sont arrêtés et on n'entendait plus rien. On ne pouvait pas voir pourquoi ils s'étaient arrêtés ni rien. Mais après une brève pause, les gens ont commencé à revenir vers nous et retourner dans le couloir d'où nous venions à l'instant. Donc on ne savait vraiment pas pourquoi. Personne ne disait rien. Les personnes que nous avons vues venir dans notre direction étaient très calmes. Il n'y avait aucune indication qu'il y avait eu un problème ou une inquiétude quelconque. Alors nous avons continué à marcher dans le couloir vers notre première visite d'exposition. Et à un moment donné, notre guide touristique a reçu un message de quelque sorte sur son téléphone qui indiquait que la police avait indiqué qu'il venait d'y avoir un... Ils ont appelé ça un vol ou similaire. Et qu'ils fermaient le musée à ce moment-là et que tout le monde devait sortir. Donc elle disait, vous savez, ça n'est jamais arrivé auparavant, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu une sorte de cambriolage ou de vol, quelqu'un a pris des bijoux, quelque chose comme ça, et elle a dit, vous savez, je n'en sais pas plus que ça, mais nous devons quitter le bâtiment. Alors nous avons fait demi-tour et nous avons de nouveau suivi le groupe de personnes que nous avons vu sortir par la porte et nous sommes allés dans la cour, ou dans l'espace ouvert, vous savez, entre le Louvre et près de cette allée circulaire dont j'avais parlé. Et elle nous a encore parlé un peu plus. Elle a dit, je peux simplement vous dire que le musée sera fermé pour le reste de la journée. Elle a dit, vous savez, nous serions heureux de vous reprogrammer à un autre moment ou de vous savez, rembourser votre argent. Mais elle a dit, vous savez, c'est tout ce que je sais. Nous avons terminé pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer. Donc, à ce moment, nous nous sommes quelque peu dispersés comme groupe. Et ma femme et moi savions que nous allions devoir trouver un moyen de transport pour retourner à l'hôtel. Donc, je ne voulais pas appeler, vous savez, un Uber juste là. Je voulais marcher un peu et m'éloigner un peu parce qu'il y avait des milliers de personnes autour. Et l'une des choses que j'ai apprises et que je ne savais pas, en fait, c'en est une. C'est l'un des musées les plus visités au monde, avec en moyenne 30 000 personnes qui viennent chaque jour au Louvre. Et bref, nous avons continué à marcher jusqu'à un endroit où c'était un bon endroit pour appeler l'Uber. Et nous n'en avons plus entendu parler. Je vérifie mon téléphone pour voir les nouvelles. S'il y en a. Le mieux que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y avait encore eu une sorte d'effraction et que les joyaux de la couronne française avaient été volés. Et aucune indication. À ce moment-là, je crois avoir entendu dire qu'il y avait soi-disant 4 personnes impliquées. Mais il se pourrait qu'elles se soient échappées à moto. Et ça avait vraiment du sens pour moi. Parce qu'ayant déjà conduit ou pris un Uber dans ce quartier, là, les voitures, 2 voies, c'est assez encombré. Donc s'ils avaient essayé de s'échapper en véhicule,
j'imagine qu'ils auraient eu du mal à s'enfuir. Mais les motos à Paris sont... Je veux dire, ils passent entre les voitures, ils font de l'interfile, ils zigzaguent, et je veux dire, ils vont assez vite entre les voitures et tout ça. Donc ça me semblait très logique. Si jamais tu voulais t'éloigner du Louvre dans une... La moto était clairement la meilleure option pour aller vite. Donc tu sais, encore une fois, on a continué, on est retourné à notre hôtel, où nous logions et nous avons trouvé un peu plus d'informations. Pas beaucoup. Mais ça résume à peu près ce que nous avons vu. Waouh, je veux dire, quand on découvre ce que c'était vraiment. Et puis, je suis sûr. En tant qu'ancien agent du FBI, on entend parler, je suppose, du plan détaillé qu'ils avaient soi-disant pour faire tout ça. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Je crois qu'ils sont entrés et sortis en 7 minutes. Ils s'enfuient avec environ 100 millions de dollars de bijoux et d'héritage de l'histoire française. Je veux dire, ils sont inestimables, mais ça représente 100 millions de dollars. Ils sortent, vous savez, ils descendent sur cette sorte de monte-charge qui ne va pas très vite, puis ils montent sur des vélos et ils s'enfuient. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans la façon dont ils ont réussi à exécuter ce plan? Eh bien, il était clair pour moi qu'ils avaient clairement un plan bien réfléchi et je veux dire, ils connaissaient la région. C'est pourquoi je pensais que c'était peut-être une sorte de coup monté de l'intérieur. Ou alors ils étaient tellement familiers, ils avaient fait des recherches et vous savez, ils étaient déjà venus à cet endroit de nombreuses fois auparavant. Donc ils connaissaient exactement la disposition de la sécurité, où ils devaient aller. D'après ce que j'ai compris, ils ont en fait volé un chariot élévateur la veille et l'ont emmené sur les lieux. Je pensais que c'était un camion qui était là à cause de travaux précédents et qu'apparemment, vous savez, j'apprends maintenant qu'il avait en fait été volé quelques jours auparavant à une entreprise et amené sur les lieux. Ils savaient exactement où ils devaient être. Ils savaient de quels outils il leur fallait pour pénétrer dans la galerie d'Apollon, là, au deuxième étage. Et ils avaient les bons outils pour pénétrer dans l'enceinte en verre où se trouvaient les bijoux. Donc pour moi, encore une fois, ça ressemblait vraiment à un coup monté de l'intérieur des personnes qui connaissaient très bien la disposition des lieux. Ils ont sans doute fait 1 ou 2 répétitions à blanc auparavant pour s'assurer qu'ils comprenaient tout ce qu'ils devaient faire et où la sécurité allait se trouver. Et qu'ils aient réussi à faire ça alors que le musée était ouvert, ça m'a complètement sidéré. Je veux dire, j'aurais compris si c'était avant. Mais avec tous ces gens qui traînaient là-dedans, j'ai été absolument surpris. Et vous savez, encore une fois, je continue de croire, c'était un coup monté de l'intérieur. Que ce soit, vous savez, le crime organisé qui soit impliqué ou non, je suppose qu'on finira par le découvrir. Vous savez, d'autres scénarios auxquels je pensais, c'est que nous avons des gens, vous savez, dans notre monde qui sont très... Pour leur propre satisfaction, ils veulent posséder certains objets. Et vous savez, certaines peintures. Et vous savez, j'ai eu une formation sur le vol d'œuvres d'art dans le passé. Et vous savez, il y a des gens qui non seulement veulent ces objets, non seulement pour peut-être les vendre, mais aussi pour leur propre satisfaction et pour les garder chez eux. Parce que ça leur fait du bien, ça leur donne l'impression de faire partie de l'histoire à travers cela. Donc vous savez, je ne sais pas si c'était vraiment l'un des scénarios possibles et pourquoi. Vous savez, quelqu'un essaierait de faire ça ou engagerait quelqu'un pour faire ces choses. Vous savez, certainement, une autre possibilité serait que les bijoux aient pu être démontés très rapidement et vendus séparément ou fondus sous une autre forme. Ou un autre scénario possible serait que la personne qui les possède veuille les garder pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses se calment, puis essaie de s'en débarrasser à ce moment-là. Donc, encore une fois, je suppose qu'on le saura bien assez tôt. J'aurais aimé faire partie de l'enquête. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vous savez,
Ça m'a vraiment étonné qu'ils aient pu réussir ça avec une telle précision et qu'ils n'aient été là-dedans qu'environ 7 minutes. Et tout ça a pris 7 minutes, peut-être 4 minutes, à l'intérieur. Et pouvoir s'en sortir comme ça, je me demande, comme tout le monde, comment était la sécurité présente, comment quelque chose d'aussi précieux a pu être aussi laissé sans surveillance, si vous voulez. Et encore une fois, toute cette histoire m'a vraiment surpris. Comment ils ont réussi à faire ça. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se sont vraiment entraînés, ou ils ont vraiment été tellement familiers avec ce qu'ils faisaient et ce qu'ils devaient faire, qu'ils étaient confiants de pouvoir réussir et s'en sortir. Donc, incroyable. C'est vrai, je pense aussi. Le directeur du Louvre, après coup, il a dit qu'il y avait certaines caméras qui ne fonctionnaient pas parce qu'elles étaient vieillissantes. Et il semble qu'il savait où aller pour être, peut-être, hors de vue, ou où les vulnérabilités pouvaient se trouver. Au Louvre, à tel point que cela pourrait potentiellement être un coup monté de l'intérieur. Seule une personne connaissant la sécurité du Louvre pourrait le savoir. En ce qui concerne les héritages et les diamants, parce que la complexité de certains de ces objets, l'un d'eux contient 1000 diamants. J'ai oublié de quel monarque français il provenait, mais vous savez, on pense à si la Joconde était volée, elle n'aurait pas autant de valeur si on la découpait en 4 morceaux. Mais dans ce cas, il y a tellement de pièces précieuses qui composent une couronne ou un diadème, peu importe ce que c'est. En tant que membre des forces de l'ordre, comment traquez-vous cela? Par où commencez-vous? Où? Si vous êtes au Louvre et que vous faites partie de cette enquête, que faites-vous pour essayer de retrouver ces objets? Eh bien, je pense que, vous savez, il s'agit d'une enquête à multiples facettes. Premièrement, sur la scène du crime elle-même, vous cherchez des cheveux, des fibres, de l'acide désoxyribonucléique, et apparemment, ils ont trouvé de l'acide désoxyribonucléique dans cette affaire, donc vous voulez le faire analyser le plus rapidement possible. Vous voulez interroger les témoins parce que, avec autant de monde autour, vous voulez essayer d'interroger le plus de personnes possible, parce que chaque témoin voit quelque chose de différent. Vous essayez simplement de compléter les pièces du puzzle. Et plus vous pouvez parler à 2 personnes, plus vous obtenez d'informations pour compléter ce puzzle. Donc, il faut absolument interroger toutes les personnes qui se trouvaient dans la zone à ce moment-là, ainsi que celles à l'extérieur, qui ont peut-être vu le camion arriver avec la nacelle et ont vu l'évasion. Vous voulez aussi les interroger. Vous voulez récupérer les images de toutes les caméras dans cette zone géographique et voir s'il y a quelque chose d'utile que vous pouvez tirer de ces vidéos. Ils ont peut-être utilisé les motos jusqu'à un point, puis les ont abandonnées pour monter dans un autre véhicule. Donc vous voulez essayer de suivre cette piste? La fuite, si vous voulez, de ces véhicules en récupérant toutes les vidéos possibles dans la zone. Et vous, je pense, vous voulez diffuser des informations aux médias en encourageant toute personne ayant des informations. Je ne suis pas sûr de ce qu'il en est en France, vous savez, ou à Paris, de leur service de dénonciation anonyme, si vous voulez, s'ils ont quelque chose comme ça, où ils offrent une récompense pour des informations. Ces crimes ne sont pas commis dans un vide. Quelqu'un est au courant de cela, quelqu'un sait qui était impliqué, ou ils ont un ami qui a peut-être divulgué des informations, peut-être sur ce qu'ils avaient l'intention de faire, ou sur ce qu'ils ont fait. Et encourager ces personnes à contacter les forces de l'ordre et à fournir à nouveau les informations. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps, pour être honnête avec vous. Je ne sais pas, évidemment, je ne fais pas partie de l'enquête. Ils ont très probablement des noms à ce stade précis, je ne le sais pas, évidemment. Mais ils sont peut-être en train de se rapprocher de ces individus, ou ils sont peut-être complètement, vous savez, dans le flou quant à l'identité de ces personnes qui ont réussi à faire cela. Nous n'avons tout simplement pas ces informations. Ayant déjà été impliqué dans des affaires de meurtre en série et d'autres dossiers très médiatisés, vous voulez être très prudent sur ce que vous dites aux médias. Et vous savez, parce que ces informations vont être diffusées au public et qui se trouvent dans le public,
les méchants, les personnes qui ont commis ce braquage. Et ils sont regardés, ils écoutent ce qui se passe dans l'enquête et cela peut déterminer ce qu'ils feront ensuite. Donc s'ils avaient encore les bijoux, par exemple, ils pourraient décider d'aller de l'avant et de les déplacer ou faire tout à fait autre chose en se basant sur ce qu'ils entendent dans les médias et tout ça. Donc, vous savez, je peux comprendre pourquoi les autorités françaises restent assez discrètes sur ces affaires. Ils ne veulent pas divulguer trop d'informations. Mais ce que ça fait, c'est que ça amène tout le monde à croire que, vous savez, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé et j'espère que ce n'est pas le cas. Mais vous savez, quand j'avais des affaires, on essayait toujours de dire et on reçoit beaucoup de témoignages. Les informations arrivent, on a des noms de suspects. Nous vérifions toutes ces pistes, nous examinons les vidéos, nous faisons ceci, nous faisons cela. À mon avis, cela rassure un peu plus le public. Comme ça, vous savez que nous savons ce que nous faisons et que nous sommes sur le coup. Nous faisons tout notre possible pour essayer de localiser ces individus et de récupérer ces bijoux. Malheureusement, vous savez, je n'entends pas grand-chose pour l'instant. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'ils font est mal. C'est juste différent de ce que nous ferions dans ce cas précis. Moi, ce sera intéressant de voir combien de temps cela va durer. Il y a eu des affaires d'art, j'essaie d'en souvenir une venant du Massachusetts, et je ne sais même pas si elle a été résolue. Cela a duré longtemps, dans un musée, quand des œuvres d'art ont été volées. Évidemment, dans ce cas, il y a beaucoup d'attention. Avant que nous partions, Harry, je dois te demander, as-tu eu l'occasion de voir la Mona Lisa ou l'une des vraies expositions? Tu as quand même voyagé jusqu'à Paris. C'est ça. Eh bien, je ne veux pas dire que c'est la partie triste. Je veux dire, la partie triste, c'est le vol des bijoux. Mais tu sais, oui, c'était notre dernier jour de voyage. Nous étions allés à Londres et à différents endroits à travers la France. Et aller en Normandie était vraiment la principale raison pour laquelle nous voulions aller à Paris. C'était pour faire un voyage en Normandie et rendre hommage à nos soldats et à tout le reste. Et il se trouve que nous avions une journée libre le dimanche et notre guide touristique, l'organisateur de notre voyage, Saïd a dit « Et pourquoi vous ne... Est-ce que vous aimeriez aller au Louvre dimanche pendant votre journée libre avant de partir ?» Et nous avons dit « Oui, ça a l'air super. » Et donc malheureusement, nous n'avons rien pu voir. Mais j'ai le sentiment que nous nous souviendrons de notre visite au Louvre pendant très, très longtemps. Même si nous n'avons pas vu, vous savez, la Joconde ou certaines des autres choses que nous avions hâte de voir. Mais en ce qui concerne le fait d'y retourner un jour, vous savez, nous sommes déjà allés plusieurs fois à Londres et à Paris. Donc je ne nous vois pas faire un voyage juste pour aller au Louvre. Mais si jamais nous nous trouvons dans la région et que nous en avons l'occasion, je suis sûr que nous voudrons y aller. Vous savez, la dernière fois que nous étions à Paris, Notre-Dame a brûlé. Donc Oh, wow! nous sommes... Les gens de France pourraient être contents si tu restais chez toi à ce stade. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, tu sais, si on y retourne, je vais prévenir la police de Paris. Chaque fois que j'arrive, il arrive quelque chose de mauvais. Merci Harry Trombitas d'avoir pris le temps de nous parler. Ce fut un voyage mémorable. Nous verrons comment l'enquête évolue. Très bien, merci beaucoup. Prenez soin de vous. C'est tout pour l'affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.